Si 2022 a été ultra dominé par Max Verstappen et Red Bull, 2023 promettait quelque chose de différent. Et ce pour une seule raison, Aston Martin. Je vous explique. En février se sont déroulés les essais de pré-saison où toutes les écuries ont pu pendant 3 jours à Bahreïn tester leur nouvelle monoplace. Et si d'habitude tout le monde regarde les top teams, cette année c'est Aston Martin qui a attiré l'attention. Elle qui d'habitude joue le milieu gris s'est retrouvée à concurrencer les meilleures monoplaces. Enfin non, elle les a pas concurrencées, elle a fait même mieux que la plupart. Mais aujourd'hui, alors que la saison touche à sa fin, personne n'aurait pu imaginer en début d'année qu'Aston Martin finirait si loin dans le classement. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons d'une telle chute? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut savoir pour commencer qu'Aston Martin n'avait jamais prévu d'avoir une voiture aussi performante et ils n'avaient pas prévu de rester tout en haut du classement. De quoi tu me parles là? Tu vas me dire qu'une écurie serait consciemment en train de se dire on va pas rester deuxième. Tu vas voir. Regarde, quand on se replonge au tout début de saison entre les essais de pré-saison à Bahreïn et la première course de la saison, Mike Raikkonen, il avait été très clair. La voiture est bonne, mais faut pas les voir tout de suite trop fort. Ce message, il était directement visé pour les médias et les fans. Parce qu'en l'espace de 2 semaines, ils ont propulsé Aston Martin comme étant le principal rival à Red Bull. Donc est-ce que c'est un manque d'ambition de refuser ce statut-là? Gardez ça en tête, on reviendra dessus un peu plus tard. En même temps, quand tu vois une écurie qui débarque quasiment tout au haut de la fiche des temps et on s'y attendait pas, crois-moi que la hype elle monte. Bah oui, donc comment nous en vouloir? Déjà premièrement, depuis 2014, on n'a vécu qu'une seule saison où on a vraiment eu une bataille qui a duré jusqu'au dernier Grand Prix avec une intensité énorme. Une seule et unique saison pendant laquelle chaque course avait son importance. Oui, évidemment, je fais référence à la saison 2021 qui est encore fraîche dans la mémoire de beaucoup. Et après une lutte en 2022 assez décevante, on s'attendait tous à une saison 2023 bien plus excitante. Alors non, j'oublie pas 2016 et 2017 qui elles aussi ont été de très belles saisons, mais c'est pas pareil qu'en 2021, vous serez d'accord avec moi. Et puis pas tout le monde les a vécus, Mais il y a surtout d'autres facteurs qui ont fait que cette hype, elle est montée encore plus vite. Premièrement, le recrutement de Fernando Alonso. Lui qui est en quête de sa 33e victoire depuis plus de 10 ans, il a enfin la capacité d'aller la chercher. Et croyez-moi que ça fait du bruit. Et puis deuxièmement, regardez cet homme-là. Vous l'avez sûrement déjà vu. Il me dit quelque chose. En même temps, tout le monde en a parlé en début de saison. Bon, si vous le connaissez pas, laissez-moi vous présenter Dan Fallows, le directeur technique d'Aston Martin. Ah, mais oui, c'est vrai. Ok. Mais pourquoi il est important, lui, déjà? Bah parce que son rôle est plutôt crucial, on va dire. Le directeur technique coordonne avant tout le travail des ingénieurs et doit s'assurer que tous les éléments de la monoplace fonctionnent en parfaite harmonie. C'est pas moi qui le dis, c'est Red Bull. D'ailleurs, je dis que Dan Fallows, il vient de chez Red Bull. Il était leur directeur aéro entre 2014 et 2021. Donc oui, c'est pas n'importe qui. C'est sûrement l'un des meilleurs ingénieurs et l'un des plus importants ingénieurs de chez Red Bull et même de la Formule 1 en règle générale. Et il a décidé de rejoindre le projet d'Aston Martin. C'est en partie lui qui a créé le concept et la monoplace qu'on a vu en 2023. Donc plutôt une bonne pioche sur ce coup-là. Mais vous savez ce qui serait encore mieux? C'est de réunir et le directeur d'aéro de chez Red Bull et le directeur aéro de chez Mercedes dans la même écurie. Impossible, vous allez me dire, Non mais tu déconnes. Aston Martin l'a fait. En plus de Dan Fallows, ils ont recruté Eric Blandin, directeur aéro de chez Mercedes entre 2017 et 2022. Donc ça fait encore plus grimper la hype, vous voyez? Parce qu'au fur et à mesure que les informations elles arrivent aux oreilles des fans et des médias, on se dit que Aston Martin y tienne quelque chose de grand et qu'il y a peu de chances que ça foire vu l'équipe qu'il y a derrière. Et puis la hype a encore plus grandi quand ils ont pris 8 podiums en 9 courses, s'il vous plaît. C'est simple, la voiture, c'était un monstre. C'était un mix de tout ce qui était bon chez Red Bull, chez Ferrari et chez Mercedes. En plus de bien savoir tenir les gommes, elle avait tout pour elle. Les ingénieurs de chez Aston, ils ont créé une monoplace qui était très performante. Mais ils savaient aussi qu'ils pourraient pas ajuster leurs objectifs en conséquence. Ah bon? Pourquoi? Enfin, justement, c'est une voiture meilleure, t'as des meilleurs objectifs, je sais pas, c'est logique. Non, justement, parce que le problème, il était plus profond, on va dire. Leur objectif en 2023, c'était de se placer devant les 3 top teams. Et ils ont réussi à le faire en un seul hiver. Mais s'ils n'ont pas pu aller chercher mieux que ça, c'est en partie à cause de leurs infrastructures. Leurs infrastructures, d'accord. Alors ça mérite quand même une explication. Ouais, s'il te plaît, parce que là, je capte pas le rapport. Malgré des bureaux qui apparemment sont trop petits, ils ont réussi à nous pondre cette monoplace. Magnifique d'ailleurs. Donc il est où le problème? Ouais, c'est pas plutôt une excuse pour justifier leur mauvais développement cette saison? En fait, il faut commencer par comprendre qu'est-ce qu'on entend par infrastructure. Parce que désolé, mais pour moi, quand tu me parles d'infrastructure, à part imaginer des gros bâtiments et des gens qui bossent dedans devant des ordinateurs, ça me dit pas grand-chose. On imagine bien qu'il se passe des choses dedans très importantes pour le développement de la monoplace. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ce bâtiment-là, il te permet d'avoir de meilleurs résultats que ce bâtiment-là? Alors Dan Fallows, il répond que ça te permet plus d'efficacité. Ok,
Mais encore, en fait, c'est tout le processus de création et de compréhension de la monoplace qui est amélioré si on est plus efficace. Plus efficace dans les datas qu'ils reçoivent, plus efficace dans l'analyse de ces données, donc plus d'efficacité dans la création, la production de nouvelles pièces avec des nouvelles machines plus efficaces et plus rapides. Bref, un paquet de choses qui sont mieux faites. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Mais c'est pas la seule. Je dirais même que c'est pas forcément la plus importante. Non, ce qui compte est beaucoup plus abstrait. Et on peut pas vraiment le mesurer. Regardez, vous allez comprendre. Entre travailler ici et ici, vous pensez que c'est où on est le mieux? Bah, le deuxième, c'est évident. Bien. Mais pourquoi? Parce que quand t'es devant ton bureau, t'as pas besoin d'avoir 10 000 mètres carrés d'espace autour de toi. Ah, bah peut-être parce bien que si, en fait. Aston Martin, c'est pas qu'en piste que ça a évolué. Écoutez bien cette stat. Ils sont passés de 250 employés, à l'époque où Lawrence Stroll reprend l'écurie, à peu près 1000 aujourd'hui. 1000, c'est autant que Mercedes, Ferrari ou Red Bull. Et justement, la plupart des nouveaux ingénieurs d'Aston Martin, ils proviennent de ces structures-là, de chez les meilleurs. Donc ça veut dire 3 choses. Premièrement, t'as besoin de plus d'espace, ok, d'accord. Deuxièmement, ces gens-là, ils sont habitués à des grosses structures, donc forcément, ils ont besoin d'arriver dans un endroit où c'est encore mieux. Faut que tu fasses encore plus grand. Mais troisièmement, et c'est peut-être le plus important pour la suite, t'as besoin de faire rencontrer tous ces gens-là. Parce que parler, c'est la base des rapports humains. Et on a beau dire que la F1, c'est un sport qui se base de plus en plus sur les calculs des ordinateurs, à la base de tout, il y a des humains. Et quand tu recrutes des gens de tellement d'écuries différentes, ils viennent tous de backgrounds différents. Ils ont tous des idées et des modes de pensée qui sont différents. Et tout ça, ça fait que tu te retrouves avec une structure avec plein de gens qui ont des idées différentes. Et la clé du succès en Formule 1, c'est les idées. T'as beau avoir les meilleurs pilotes du monde. Si à l'usine derrière, ils ont pas les bonnes idées pour créer la bonne monoplace, ça te sert à rien. Donc désormais, avec leur nouveau bâtiment, quand t'auras des gens qui viennent de chez Renault, de Ferrari, de Red Bull, qui vont pouvoir se rencontrer par exemple au milieu d'une pause déjeuner, ils vont pouvoir discuter des idées, de leur passé, ils vont créer du lien social, et ça va permettre l'émergence de nouvelles idées. Ah ouais non, je pensais pas parler un jour de sociologie en parlant de Formule 1. Comme quoi les cours ça sert à un moment donné. Enfin bref, l'idée c'est d'avoir des espaces où les gens de différents départements qui sont pas l'habitude de bosser ensemble peuvent discuter directement, ce qui fait que ça avance plus vite sur certains projets. Et ça c'est important, parce que si t'as des bonnes idées, t'as une Red Bull, et si t'as pas des bonnes idées, t'as une W14. Donc comme avec Crack. Il dit qu'Aston Martin n'est pas encore une top team. Il fait référence à ça. Il fait référence au fait qu'ils doivent d'abord développer en interne pour qu'ils puissent un jour prétendre à devenir un top team. Et c'est pour ça que dès le début de saison, que ce soit lui ou les gens en interne, ils savaient qu'ils pourraient pas tenir le rythme et garder cette deuxième place. Ok d'accord, ok, ça se tient, je veux bien. Mais ils ont pas déménagé dans leurs nouvelles infrastructures mi-2023 à tout hasard, juste quand la voiture a commencé à être moins forte. Ok, bon, soyons bien clairs. Aston Martin, cette saison, ça a apporté beaucoup d'améliorations. Enfin, améliorations. Ils ont essayé plein de trucs. Que ce soit des nouveaux planchers, des nouveaux ailerons, des modifications sur le ponton. Mais ça a rarement été dans la bonne direction. Alors pourquoi? Pourquoi à chaque fois qu'ils ont apporté quelque chose, ça n'a pas marché? Pourquoi on les a plus vus couler au fur et à mesure de la saison? Et beaucoup se sont dit, bah ouais, mais Aston Martin, c'est juste forcé de bien rebadger, et ils sont toujours pas capables de comprendre leur monoplace. Bah, c'est pas le cas. Non, parce que apporter des améliorations, c'est pas aussi simple. Et puis on va commencer par le commencement. Comprendre sa monoplace, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on l'entend partout, ils comprennent pas leur monoplace, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'amélioration elle marche pas, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que comprendre sa monoplace, ça veut dire qu'on arrive à un moment où quand on arrive sur le week-end de course, on sait à peu près où est-ce qu'on va se retrouver au niveau des temps. On sait comment la voiture elle va réagir au tracé, si on va être compétitif en ligne droite, dans les virages à basse et à moyenne vitesse, on comprend à quelle température de pneus la monoplace elle est capable d'aller le plus vite, vous voyez le délire. Et pour comprendre toutes ces choses, les écuries, elles font plein de tests en interne avant d'arriver le week-end sur la course. Elles effectuent un tas de simulations dont on n'est pas au courant. De la gestion des gommes, à la réaction de la monoplace avec le vent, qu'est-ce qui se passe si on met ces pneus-là, qu'est-ce qui se passe si on s'arrête à ce moment-là. La stratégie, elle est déjà prête avant d'arriver en piste. Et ça, des mois à l'avance. Bah alors pourquoi on fait des séances d'essai si on sait déjà tout depuis l'usine? On n'a plus qu'à faire que des courses sprint. Et bah, parce que justement, la piste, elle te permet de vérifier si tout ce que tu as prévu en interne, toutes tes simulations, elles sont correctes. Ça s'appelle la corrélation. Et cette corrélation, les équipes, elles la recherchent de partout. Parce que devinez quoi? L'ordinateur, il dit pas toujours la vérité. Ou du moins, la calibration, elle est pas assez bonne. Du coup, faut s'ajuster entre l'écart que t'as observé pendant tes simulations de course en piste et tes simulations de course que t'as fait sur ordinateur. Et donc ce processus, il est valable également lorsque les équipes apportent des améliorations sur leur monoplace. L'ordinateur, il a simulé des temps, des choses qui doivent se passer sur la monoplace, et toi, une fois en piste, tu vérifies
si c'est le cas. Et vous avez certaines écuries comme Red Bull qui par exemple, lorsqu'elles font leurs tests en piste, bah ça match, ça corrèle. On peut les qualifier de bons élèves. Et puis on a les mauvais élèves qui eux ils ont vu des trucs à l'usine mais ça marche pas en piste. Et là grosso modo on peut mettre tout le reste de la grille. Hein. C'est pas facile, t'as l'impression que personne à part Red Bull n'a compris comment marche cette réglementation. Mais ça c'est parce qu'apporter une nouvelle pièce sur la voiture, c'est pas un processus qui est linéaire. C'est tout bête hein. Mais une voiture c'est un ensemble de pièces qui sont censées fonctionner ensemble relativement, retenez bien, les unes aux autres. Ça c'est Tom McCullough qui le dit. Et putain, une équipe anglaise, là j'ai que des blazes anglais. Je crois que Mike Crack, de toute façon, il est allemand, je sais plus. Non, il est luxembourgeois, pardon. Bref, on s'égare. Tom McCullough disait, c'est le directeur de la performance d'Aston Martin. Donc forcément, lui dit que quand ils apportent des améliorations, ils s'attendent à ce que la voiture fonctionne différemment, mais sur l'ensemble, pas que là où ils ont apporté l'amélioration. S'ils apportent un nouvel aileron, ils s'attendent à ce que ce soit l'entièreté de la voiture qui change de comportement. Sauf que le problème, c'est que cette saison, trop souvent, les modifications, elles ont apporté des changements négatifs sur la monoplace. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise corrélation entre ce qu'ils voient à l'usine et ce qui se passe en piste. Donc c'est pour ça que cette saison, ça n'a pas marché leur développement. Eh oui, exactement. Mais du coup, comment on règle ce problème ? Ah bah il n'y a pas 36 solutions, hein. Tu vas en piste et t'essayes plein de trucs. Et il y a un moment, t'espères que ça va te permettre de corriger ce qui va pas dans le logiciel. Pour Aston, ça a été le cas à Mexico et à Austin, où concrètement, le résultat du dimanche, ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était de faire plein de tests pour que ça corrèle un peu mieux entre la piste et les logiciels. Et là, normalement, vous devez penser à ce que Dan Fallows il disait, ce que je vous ai dit en début de vidéo. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas les infrastructures pour bien comprendre les données et bien les analyser. Donc maintenant, ils vont être plus efficaces avec leurs nouvelles infrastructures, d'accord. Donc plus d'excuses en 2024. Voilà, exactement. Et on peut même se dire que si au Brésil ça a marché, c'est sûrement parce qu'ils ont accès à de nouvelles infrastructures qui leur permettent de mieux comprendre ces données. Enfin bref, dans tous les cas, Aston Martin, cette saison, on l'a vu, les améliorations, elles n'ont pas toutes marché. Mais il y a aussi une idée derrière la tête des ingénieurs d'Aston qui est beaucoup plus long terme que court terme. En fait, c'est simple. Il y a beaucoup de moments cette saison, ils ont privilégié peut-être une monoplace un peu plus lente, mais avec des améliorations, des modifications sur la voiture qui leur permettent d'atteindre l'objectif qu'ils sont fixés à long terme. Quand ils apportent quelque chose de nouveau sur la monoplace, ils réfléchissent pas seulement à court terme, 3 à 4 mois. Ils réfléchissent peut-être plus au plan de développement. À quoi va ressembler la voiture dans 1, 2 ans. Donc c'est clair qu'il y a eu du retard avec des parties de la voiture qui n'ont pas fonctionné, mais aujourd'hui, on peut dire qu'Aston Martin, avec leurs nouvelles infrastructures et avec la manière dans laquelle ils ont géré cette fin de saison, ils comprennent leur monoplace. Enfin bref, comprendre sa voiture, c'est bien, c'est un premier bon pas, hein, faut pas se le cacher, mais c'est encore mieux si t'as des pilotes qui sont capables de te l'amener tout en haut ta voiture. Et c'est là où on va devoir aborder le cas de Lance Stroll. Ouais, faut bien qu'on y passe à un moment, parce que s'il y a bien un consensus dans le monde YouTube Formule 1, que ce soit en France, en Angleterre ou en Espagne, et je suppose au Canada aussi, c'est que sans lui, Aston Martin se porterait sûrement un peu mieux. C'est d'ailleurs l'une des questions qu'on s'est posées avec Arthur et Léo dans l'un de nos podcasts. Mais du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que sans Lance Stroll, Aston Martin, ça roule mieux ? Et si c'est le cas, à quel point Lance Stroll c'est un poids pour son écurie ? Parce que dans le fond, il n'y a que ça qui compte. Parce qu'avec un autre pilote, il finit 2e ou 3e. Et vous verrez, il y a des choses assez intéressantes. Et Lance Stroll est peut-être pas si mauvais que ce que beaucoup pensent. Je crois que j'ai mal entendu là. Tu vas voir, attends. Mais d'abord, on va commencer par parler de l'autre côté du garage. Parce qu'il y a un gars qui a 25 ans qui nous fait croire qu'il en a 42. Oui, on parlera pas du fait qu'une écurie a pas voulu le prolonger à cause de son âge. Voilà, ça c'est un autre sujet. Ouais, j'ai une vidéo là-dessus. Là, je sais jamais. Bref, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'il est intéressant de commencer par lire la ligne de stats de Fernando Alonso parce que ça en dit beaucoup. Alors avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, il est en qualif à 19 entrées en Q3 et en course il est à 8 podiums pour 200 points. Alors retenez bien tout ça, ça va nous être utile pour la suite. Fernando cette saison c'est simple, il fait ce qu'il sait faire de mieux en fait, piloter la voiture du mieux qu'il peut. Alors là normalement vous allez me dire, oui mais tous les pilotes sont censés faire ça, non ? Il n'y en a pas un qui est pépouze en 2e en train de tirer de sa grenadine et attendre que le Grand Prix se passe. Il fait quoi Max Verstappen en première place ? Non, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quand Fernando, il rentre dans sa voiture le week-end, il sait déjà quelle stratégie il va mettre en place, parce que ça fait 5 fois qu'il demande à son ingénieur qu'est-ce qu'on fait comme stratégie s'il se passe ci, s'il se passe ça. Il est capable de savoir avant les autres comment réagir s'il y a une safety car, s'il y a une WC, parce qu'il s'est fait 30 scénarios avant de rentrer en piste. Mais surtout, au moment où il franchit la ligne d'arrivée, tu sais que cette voiture, elle aurait pas pu aller plus haut. La place de Fernando, c'est la meilleure performance que tu aurais pu espérer ce week-end. Bon, je force un peu le trait, mais je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant et qui est assez parlant en vrai. Lorsqu'en 2022, Kevin Magnussen, il est revenu chez Haas, il a placé la voiture à la 5e place au Grand Prix d'ouverture à Bahreïn. Pendant ce temps-là, son coéquipier Mick Schumacher, il a fini là
11e place. Et là, tout le monde s'est regardé et on s'est dit... mais c'est chaud là quand même, parce que la Haas elle est performante en fait. Ouais, c'est vrai, parce qu'en 2021, les résultats de Haas, c'était pas ça, et là d'un coup... Et bah ouais, on s'est tous dit, mais en fait, c'est quoi le problème? C'est la voiture ou c'était les pilotes depuis le début? Est-ce que si Magnussen il était là en 2021, la Haas elle rentre dans les points? Parce que Schumacher et comment ça s'appelait, Mazepin, ils ont eu du mal à faire. Et le truc c'est que Fernando Alonso, bah il traque ce problème. Tu sais que s'il finit 3ème, il aurait du mal à aller plus haut. S'il avait fini 5ème, il aurait du mal à faire au-dessus. Donc oui, des fois, forcément, il peut faire un peu mieux, hein. Il s'est même fait battre par Stroll parfois. Donc tout ça pour dire que Fernando, il a amené la voiture à son potentiel maximal. La fameuse potentielle 33ème victoire. Et puis, il s'est fait sortir en Q1 à Austin. Voilà, de tout en haut à tout en bas. Ça fait 10 ans qu'il attend sa 33ème victoire. 10 ans, ça laisse suffisamment de temps pour que la frustration, elle naisse, hein. Oui, et quand t'es si proche en début de saison, et que tu finis si loin en fin de saison, il y a de quoi être bien frustré. Et surtout se démotiver quand tu vois pas de signe d'amélioration. Alors oui, il a été critique envers son équipe, et oui, il y a eu des doutes sur sa motivation et sur son implication dans le projet. Ouais, non mais d'accord, les fans et les médias, vous êtes jamais dans l'abus, hein. Mais c'était légitime quand on connaît le passé du gars. Enfin, moi, j'en faisais pas partie des gens qui pensaient qu'il était plus impliqué, mais quand on pense à ses déceptions chez McLaren, chez Ferrari, ou même récemment chez Alpine, toi, à 42 ans, on peut se dire, bah ouais, ce qui va rester. Mais le retour en force au Brésil avec son podium arraché sur la ligne à Sergio Pérez, ça a remotivé tout le monde, ça l'a remotivé et son implication, elle est totale, jusqu'au prochain problème. En fait, il a déclaré lui-même qu'il a confiance dans cette équipe. Il a dit, il semble qu'une seule équipe est prête à faire tout ce qui est possible pour gagner et je suis fier de faire partie de cette organisation. Donc si la 33ème, elle n'a pas été pour 2023, nul doute qu'ils vont retenter le coup en 2024 et en 2025. Par contre, du côté de Stroll, on a l'impression que la première victoire, c'est pas pour tout de suite, hein. Dans un de mes shorts que vous pouvez retrouver sur YouTube, TikTok ou Instagram, j'avais parlé du fait que tout le monde dans le YouTube F1 a fait sa vidéo sur Lance Stroll cette année. Beaucoup ont souhaité qu'il parte, de lui-même d'ailleurs, histoire qu'il montre qu'il est mature et qu'il a compris qu'il a pas sa place en Formule 1. Sauf que de 1, moi je suis pas persuadé qu'il a pas sa place. On a vu des pilotes bien pires que lui, c'est pas le meilleur mais il y a pire. Et puis surtout, il n'a pas de raison de partir, il va être encore là quelques années, soyons sérieux 2 minutes, sauf revirement de situation, il sera là en 2025, 26, 27, 28, 29, 30, j'en sais rien, tu vois, mais il sera encore là pendant un bon moment. Donc à partir de là, si on sait qu'il va rester, bah faut mesurer à quel point le gars il a besoin de hausser son niveau de jeu s'il veut qu'Aston Martin puisse remporter le titre constructeur. Donc comme pour Alonso, on va aller lire sa ligne de stats. Et là c'est un peu différent. On a en qualif 8 Q3, 6 Q2 et 7 Q1. Et en course, on a 0 podium pour 73 points inscrits. J'espère que vous vous souvenez de la ligne de stats de Fernando. Il y a de l'écart, hein? C'est chaud. Si vous voulez donner, j'ai une autre stat qui est encore plus révélatrice et qui pour moi est encore plus intéressante. C'est la position moyenne à l'arrivée de Fernando et de Stroll cette saison. L'Espagnol, c'est la 5,53e place, soit entre Carlos Sainz et Charles Leclerc. Alors que Lance Stroll, sa position moyenne, c'est 9,29e, soit entre les deux pilotes alpines. Ah ouais, non mais c'est pas du tout la même catégorie, là, il y en a un, il joue le top 5 et l'autre, il joue l'entrée dans les points, c'est fou. Oui, clairement, et moi, ça me fait penser à deux choses. Premièrement, repensez à ce que je vous ai dit quand je parlais de Kevin Magnussen. Lance Stroll avec une position moyenne à l'arrivée autour de la 9ème place, en vrai, il se bat avec les alpines. Il place Aston Martin dans le haut du panier du midfield. Donc c'était l'objectif de 2023, l'objectif du début de saison. Mais si Fernando Alonso n'était jamais arrivé, on n'aurait jamais su que la voiture, elle jouait les podiums. Et ça, c'est grave. Donc oui, je fais répéter et j'affirme ce que tout le monde sait déjà, Alonso est un pilote plus rapide que Lance Stroll. Et ça, le principal concerné, il le sait, hein, il l'a dit en interview. Par contre, ce qu'il a aussi dit, c'est qu'il a été victime de beaucoup de malchance cette saison. Donc je suis allé vérifier, et oui, Stroll cette saison, il y a beaucoup de moments, c'était pas de bol. Alors on peut commencer par le début de saison, où il a manqué les essais de pré-saison, et comme il le dit, et je remettrai pas sa parole en cause parce que je suis pas pilote de Formule 1, mais oui, je suis d'accord, ça a un impact sur son début de saison pour comprendre la monoplace, comprendre comment elle fonctionne, etc. etc. Ensuite, à Bahreïn, il a roulé avec un poignet à peine remis, et sans ça, il aurait pu faire un petit peu mieux que déjà son bon résultat, mais il roulait avec un poignet pété. À Jeddah, il est victime d'un problème sur son moteur alors qu'il était 4ème. À Miami, l'équipe elle commet une erreur en qualif, ce qui compromet sa course le lendemain. Pareil au Canada où on lui met des vieux pneus au lieu de mettre des pneus neufs. Résultat, il passe pas la Q3. En Autriche, il a pas de bol puisqu'il s'arrête juste avant la VSC, ce qui lui fait perdre un temps monstre par rapport aux autres pilotes. Et à Zandvoort, une erreur de stratégie avec les pneus en course ont complètement détruit ses chances de marquer des points. Rien que là, on a recensé 7 courses où il y a des problèmes qui sont pas vraiment de sa faute. C'est vrai, ça fait quand même un tiers des courses de la saison. Hein. Et oui, et avec tous ces problèmes, on peut pas faire comme si ça impacte pas d'autres week-ends où il a pas de problème. Je suis pas dans sa tête, hein.
Mais le mental d'un pilote et d'un athlète de haut niveau en règle générale, c'est super important, et dans une discipline comme la Formule 1, ça a peut-être encore plus d'importance. Et il y a un moment, quand tu passes une première partie de saison aussi mauvaise, avec plein de résultats mauvais qui sont pas forcément de ta faute, bah, je peux comprendre que ça impacte le reste, que tu te démotives et que tu te sentes moins bien. Bah, surtout quand à côté de toi, t'as un pilote qui est capable d'amener la voiture tout en haut sur le podium, de tout le monde l'encense, et puis à toi où les gens ils disent bah t'es pas capable de battre des voitures moins fortes que toi. C'est chaud. Ce qui est d'autant plus difficile, c'est que ces contre-performances, elles interviennent au moment où la voiture elle était ultra compétitive. Raison de plus de démoraliser. Et pour moi, c'est là où le management a toute son importance. Et c'est là où Mike Krack a un très gros rôle à jouer. Si un jour il veut jouer le constructeur avec Lance Stroll, il va devoir être capable de le motiver sur toute la saison. Et on l'a vu cette année, chaque week-end, il a réitéré sa confiance devant les médias du monde entier à son pilote canadien. Et ça, même les week-ends où il crée des polémiques. Rappelez-vous, au Qatar, quand il pousse son thérapeute, son physio là, qui se rend pas devant les médias, et toi le média qui voit c'est la Formule 1, et qui répond de manière assez peu cordiale on va dire, bah même là il a su trouver des mots positif pour lui. Si vous vous rappelez pas, il a dit bah il montre des émotions, c'est important pour un pilote de montrer des émotions, sinon ce sera un robot et c'est pas ce qu'on veut. Bref, il va pas le lâcher. Alors certains diront qu'il a pas le choix parce que c'est le fils du patron, donc tu vas pas à l'encontre du patron. Moi je pense surtout que c'est normal en fait de le soutenir. Alors ça se trouve c'est vrai, hein. Ça se trouve il le soutient juste parce que c'est le fils du patron, je suis pas en interne, j'en sais rien. Mais c'est quoi l'intérêt de critiquer publiquement ton pilote qui traverse une phase difficile pour le motiver? À part Red Bull, et je doute de la positivité, de la réussite de ce genre de management, bah personne fait ça. Non, Krack il va plutôt essayer de le motiver en lui donnant des objectifs à atteindre. Par exemple, lors d'un interview pendant lequel on lui demandait bah, qu'est-ce qu'il pensait des performances en qualification de Lance Stroll, parce que franchement face à Alonso on l'a vu plus haut, c'est compliqué. Bah il répond que s'il se trouve les deux pilotes dans un écart de 3 dixièmes en qualif, bah c'est bien. Donc comprenez, Stroll, mets-toi à moins de 3 dixièmes d'Alonso et tout se passera bien. Ouais, mais il est tellement peu en Q3, c'est difficile de comparer. Alors non, Stroll n'est pas en Q3 très souvent cette saison, mais quand il le fait, eh ben il remplit ses objectifs en moyenne. Oui, il y a des fois il était à 5 dixièmes, mais il y a des fois il s'est mis devant Fernando. Enfin bon, même si j'ai beau montrer plein d'arguments qui montrent que Stroll, bah cette saison, il y a quand même eu des moments, c'est pas de sa faute, il y a quelque chose que beaucoup lui ont reproché cette saison. Savoir se remettre en question. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que oui, il y a eu des circonstances. Mais pour le reste, entendre Charles Leclerc ou Lando Norris dire à la radio ou devant les médias qu'ils n'ont pas été bons sur un week-end, normal, on l'a déjà entendu. Mais Stroll, c'est peut-être que de la communication publique et en interne et dans l'écurie et même pour lui-même, il est conscient de ça, mais il a juste pas envie de le partager publiquement, soit. Mais on peut pas s'empêcher de se dire il y a un moment, faut changer quelque chose. Tu peux pas avoir d'autres résultats si tu agis toujours de la même manière. Et je dis ça parce que honnêtement, quand je vois sa saison 2023, ça me fait penser à sa saison 2020 en fait. Il avait également une voiture compétitive, il a pris une pole cette saison-là, certes il a pris une pole, hein. Bon c'était pas le même coéquipier mais Perez l'avait tapé aussi, comme Alonso le fait cette saison. Et entre 2020 et 2023, il n'y a pas un moment où j'ai souvenir, ça se trouve c'est le cas, j'ai pas vu, mais où il a dit bah j'ai pas été bon. La seule chose qu'il a pu dire cette saison, c'est qu'en corrigeant certains détails, il arriverait à débloquer le potentiel qu'il sent en lui. Alors je veux bien parce qu'au Brésil il prend la 5ème place, mais il va sûrement nous en falloir un peu plus pour qu'on puisse le croire sincèrement. Parce que pour l'instant, il a du mal à convaincre. Alors je dirais pas que si Aston Martin n'a pas conservé sa 2ème place, c'est entièrement à cause de lui, c'est un ensemble de choses. Et même si on peut pas nier qu'il y a eu des choses qui sont hors de sa volonté, qui ont nui à son total de points cette saison, bah il a pas su faire match égal et être au niveau de son coéquipier. Mais bon, avec ou sans lui, Aston Martin, ils ont chuté en performance au fur et à mesure de la saison. Mais ils ont fait quelque chose qu'on ne pensait pas encore possible de leur part, ni même pour les autres écuries en début d'année. Cette saison, elle devait être une saison de transition pour eux. Donc on peut pas vraiment parler d'échec cette année. Ils ont rempli leur part. Le reste, ça a été du bonus. Ils vont certes finir 5ème au championnat alors que tout le monde les voyait sur le podium final. Mais la réussite d'une équipe, ça ne se fait pas sur une seule année. Ça se fait sur le long terme. Et ça, je pense qu'Aston Martin l'a bien compris. Donc rendez-vous en 2024. Merci à tous, c'était Georges. Salut.